Princesse Italiambo, parle-nous un petit peu de ton travail avec Africam et pourquoi est-ce que tu as créé cette association et aussi pourquoi est-ce que cet événement aujourd'hui était important pour toi. Bon, je crois que je me suis déjà présenté tout à l'heure, mais donc du coup, l'association Africam, c'est une association qui a été créée pendant le Covid, on va dire, mais non, l'idée a été lancée pendant le Covid ou même avant et matérialisée l'année dernière, enfin en novembre. L'idée, c'était de pouvoir nous raconter dans la vérité, parce que je pense que dans les écoles d'ici et même encore au Congo, l'histoire est racontée d'un point de vue colonial et ça ne permet pas à nous, issus de la diaspora congolaise en particulier, de pouvoir s'ancrer dans son identité et se positionner vraiment avec assurance dans la société, vu qu'il y a quelques facteurs qui font qu'on considère que l'autre est potentiellement meilleur que soi, alors que nous avons une histoire aussi riche à partager et à faire connaître. Et justement par rapport à cette histoire que tu cherches à faire réhabiliter aujourd'hui, puisque c'est pas... Comment est-ce que cette histoire t'a été transmise par qui en quels termes? Est-ce que tu as dû faire des recherches par toi-même, des recherches plus historiques, ici au musée par exemple, découvrir des photos, ou bien c'est une histoire qui t'a été transmise par ta famille? Quand j'en ai entendu parler la première fois, bon, nous les Congolais, nous sommes tous très chrétiens, hein, donc on nous a dit qu'on était princesse et ça suffisait, hein, parce qu'à Cabinda et sûrement dans tous les villages, il y a la sorcellerie, donc il faut juste tenir compte du statut, point à la ligne. Et plus tard, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet. Et ça m'a permis, enfin j'avais écrit un article, et à partir de là, certaines personnes de la famille m'ont retrouvé. C'est comme ça que, du coup, il y a notamment un groupe qui a été créé qui nous permet d'être en connexion avec les Lumpungu à travers le monde, vu qu'avec ce qui s'est passé, vous pouvez bien imaginer que voilà, on était éparpillés, que ce soit au Congo ou en Europe, aux États-Unis, on est partout. Et donc ça nous permettait de partager, enfin d'avoir des informations, savoir qui on est, parce que qui dit polygamie et le nombre d'enfants veut dire qu'il y a certainement des gens ici qui sont à Benalumpungu que je ne connais pas. Et c'est comme ça qu'après j'ai connu maman Georgine, qui est là et qui m'a parlé de l'historienne qui a travaillé sur le collier. Elle devait être là, mais malheureusement, Agnès Lacaille, si tu es là, ah ben voilà, qui a fait un travail de recherche dessus. Et à partir de là, ça m'a permis de remonter dans d'autres archives qui font qu'aujourd'hui, j'ai envie de raconter la vraie histoire et surtout de me battre avec la famille pour que il puisse être enfin réhabilité et qu'on arrête de mentir et d'entretenir en fait des histoires fallacieuses, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. Voilà. Merci. Et qu'est-ce que vous pensez du film qu'on vient de voir, de l'histoire qu'on vient de voir? Et j'ai aussi envie de vous poser la même question que celle que je viens de poser à Princesse Ital. C'est comment est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire? Est-ce que c'est une histoire qui vous a été transmise familialement ou vous avez aussi dû faire des recherches plus académiques pour entendre parler de la pendaison de ce chef? Ben, moi, j'ai eu la chance de naître à Cabinda. Je suis né à Cabinda, donc l'histoire nous a été transmise par nos parents, ceux qui ont vécu l'événement. Et aujourd'hui, je suis dans la joie aussi de raconter cela devant cette auguste assemblée, puisque quand Ital m'a contacté, ben, j'ai pu faire aussi des recherches. Et j'ai même préparé aussi mon petit mémo là-dessus. Voilà, peut-être on va en parler plus tard. Mais sinon, c'est une histoire qui nous a été transmise, telle que Paul Essoumou vient de le dire,
Nous avons grandi avec ça. Mais quand moi je suis né, ben, le chef Yakaoumbo était déjà pendu, mort. Mais on n'avait pas d'autres informations que cela. Mais c'est plutôt à notre jeune enfance, nous avons connu plutôt son fils, Moutamba, voilà, qui l'avait succédé. Et puis, ben, aujourd'hui, nous continuons toujours de... aujourd'hui, avec ce qui se passe aujourd'hui, je vais vous dire, je vais vous dire une chose, c'est que nous, dans la tradition bantoue, tant qu'il n'y a pas le corps d'une personne, on est toujours en deuil. Donc, au moment où je vous parle, les Bassongs en général observent encore le deuil. Je crois que... Oui, c'est ça. Donc, nous sommes toujours en deuil. Je crois que même si nous remontons dans la Bible, vous allez voir que Joseph, en Égypte, a demandé à sa descendance que si je meurs ici, il faut ramener mes restes en Israël. Nous avons vu il y a une année que, par exemple, chez le peuple Batété, là, ben, notre Premier ministre Emery Lumumba, les Batété, là, dans sa tradition, observait toujours le deuil. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas un symbole qui montre que cet homme est mort. Donc pour nous, on constate que l'homme a disparu. Donc il faut qu'il y ait quelque chose. C'est pour cela cette démarche de la restitution des restes du roi eh bien, va certainement apaiser tous les peuples songés. Et puis nous devons faire notre deuil. Voilà un peu ce que je peux dire pour répondre à ta question. Parlons un petit peu justement des événements qui ont mené à la mort du roi. On sait que c'est le professeur Diboué Donatien qui a fait des recherches là-dessus. Mais vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les circonstances qui ont mené à la mort et pour qu'on comprenne un peu mieux? C'est vrai que ça a été expliqué assez brièvement pendant le film, mais est-ce qu'on peut revenir quand même sur ces événements? Donc, le corps a disparu, enfin, il a été enlevé. Est-ce qu'on a une idée de où il se trouve, de qui l'a enlevé, et puis dans quel but est-ce que cela a été fait? Non, il y a aucun doute que ce sont les colonisateurs qui savent un peu plus que nous. C'est eux qui ont organisé cette pendaison autour d'un simulacre de procès. Il est tout à fait normal qu'ils doivent répondre de leurs actes. Donc, c'est eux qui sont les premiers à qui nous pouvons nous adresser. Donc, tous les peuples songés doivent s'adresser à la Belgique pour la restitution, effectivement, de la vérité. Voilà, donc c'est ce que je crois que les démarches qui sont entreprises par Africam, ce sont des démarches tout à fait louables et que nous soutenons, voilà, pour que la vérité éclate et que s'il y a encore des restes du roi Yakaoumbo, ben, que nous puissions, qui doivent être restitués, ben, non seulement au gouvernement congolais, mais c'est surtout à la famille. Ça, effectivement, la question de la restitution déjà des restes, enfin des restes humains, mais en plus de ça, à qui ça va être mis. Pour le moment, la loi belge qui encadre ces questions-là, qui n'encadre même pas la question des restes humains, mais uniquement des objets, parle de restitution au gouvernement congolais et pas aux familles. Donc, ce sera effectivement... Mais du coup, j'ai envie de reposer une question à Princesse. C'est vraiment par rapport à... Qu'est-ce que tu penses du fait qu'il y a quand même de l'argent qui est mobilisé pour faire des recherches en Europe? On parlait justement du fait qu'il y a des recherches qui ont été faites sur le collier, mais pas de recherche sur le chef, sur sa vie, sur... qu'est-ce que tu penses un peu de cette situation? Comment est-ce que tu l'expliques? Pourquoi est-ce qu'il ferait des recherches sur lui? Eh bien justement, c'est-à-dire qu'on parle de réhabiliter. Oui, ils n'ont aucun intérêt à faire des recherches sur lui à partir du moment où il s'opposait, où il se positionnait clairement
dans une posture supérieure déjà à l'administration coloniale même. Et heureusement ou malheureusement, il réussissait à correspondre directement avec le roi, donc c'est ça qui a valu sa mort. Il demandait l'indépendance aussi, du bon traitement pour son peuple. C'est insupportable. Attends, les nègres, ils doivent travailler, lever les manches et travailler, merde. Donc, à partir de ce moment-là, et qu'ils frontent des comptes, qu'ils rapportent de l'argent, pourquoi est-ce qu'on va chercher pourquoi est-ce qu'il est mort? J'ai lu beaucoup de commentaires disant, ouais, pourquoi vous commémorez un cannibale? C'est pénible et ça fait mal quand même d'entendre ça aujourd'hui. Et monsieur aussi, je me dirais, à un moment donné, il faut arrêter d'entretenir des histoires qui sont fausses, parce que les peintures qui sont là, bah, c'est des peintures où on voit une femme égorgée, dépecée. L'histoire qu'on raconte, je suis désolé, mais la Bible, je ne sais pas qui l'a écrite, hein, je ne sais pas si c'est des blancs ou quoi, j'en sais rien. Mais il y a un verset, pour ceux qui ont été aujourd'hui à l'église, il y a Jean-Baptiste, on avait demandé sa tête sur un plateau, au milieu des gens, devant des gens, c'était public. Et dans le procès du roi, on parle d'une mise en scène très macabre, où on coupe quelqu'un, on prend des morceaux, gauche-droite, etc. Ça ne nous ressemble pas. Et encore moins un roi. Donc je ne sais pas si le roi ici ou ailleurs fait des choses avec tout le monde. Chez nous aussi, ce n'est pas le cas. Un roi reste un roi et il fait ses choses avec les personnes qui sont autorisées à rester dans son entourage. Donc arrêtez de raconter des conneries à un moment donné. On me demandait s'il y a des preuves scientifiques. Je pense qu'il serait temps d'aller vous-même retourner dans les archives que vous avez de ce procès, de les lire et de venir me dire qu'effectivement, c'est possible en fait. Donc à un moment donné, il faut arrêter et être honnête avec vous-même, avec l'histoire et reconnaître le tort que vous avez fait à beaucoup de gens. Parce que ce n'est pas le seul roi qui a été pendu. Là, soi-disant pour de cannibalisme, d'autres c'était soi-disant pour des viols. Et ils ont été aussi pendus, ils ont été fusillés. Donc à un moment donné, s'il vous plaît, rétablissez l'ordre et allez chercher vos mercenaires qui ont fait ces exécutions pour les intérêts d'autres personnes. Voilà. Alors, il est vrai que sur cette question du cannibalisme, il y a, en tout cas, la dernière fois que j'ai eu une discussion sur ce sujet avec un chercheur ici de l'Africa Museum, Martin Coutenir, il expliquait effectivement qu'il ne fallait pas prendre au pied de la lettre tous les écrits sur le cannibalisme qu'on peut retrouver dans la littérature, et effectivement que ce sont des images. Ce sont des images. Je veux dire, quand on va à la messe et qu'on nous dit prenez et mangez, buvez et mangez, ceci est mon sang, ceci est mon corps, il est évident qu'on n'est pas en train de faire un rituel cannibale. Bah, pourtant, en tout cas, ça se discute. Mais pourtant, voilà, on dit que voilà, il a mangé, il a fait ci. Mais donc, il y a aussi, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a aussi des scientifiques au sein du musée, au sein de l'institution, qui reviennent quand même sur ces vieux schémas, sur ces vieux discours. Bien sûr qu'il y a encore la propagande coloniale est encore présente dans l'esprit des gens et elle met du temps à disparaître. Je veux juste dire qu'il est évident que même d'un point de vue scientifique aujourd'hui, les personnes qui ont écrit les commentaires auxquels tu fais allusion ne sont pas forcément des scientifiques et ne sont pas forcément au fait des dernières... Combien de scientifiques est venu dire le contraire de ce qui est écrit aujourd'hui? C'est vrai que Martin Coutenir n'est pas... On ne l'a pas invité, mais en tout cas, il n'est pas présent aujourd'hui. Et que, voilà, il y a des recherches qui ont été faites sur justement la provenance de ce fameux collier qu'on voit sur la photo avec le chef Lumpungu, qui se trouve dans l'exposition temporaire ici au musée. Donc voilà. Mais malheureusement, on n'a pas pu... on ne peut pas avoir plus d'informations sur... Et puis les raisons, bien sûr, de sa mort. Les colons ne voulaient pas, puisqu'il y avait un fils aîné, à part Kamanda, il y avait son frère qui devrait succéder. Mais les colons ont trouvé que son frère avait aussi un caractère tranché comme son père. Alors il fallait l'écarter. L'écarter comment? Ils ont profité de la jeunesse
du roi Yakaumbu, puisque lui, il a été envoyé à Kafubu, dans le faubourg de Lubumbashi, pour y étudier. Donc, quand son père meurt, il n'a que 15 ans. Donc, ce qui fait que pour les colons, il voulait profiter de sa jeunesse, qui faisait de lui un outil flexible et donc maniable au goût du colonisateur. C'est ainsi qu'après plusieurs rencontres d'entretien avec les notables et les conseils d'anciens et les autorités européennes, aboutirent à la désignation de Kamanda Yakaumbu, deuxième fils du roi Lumpungu, qui était jusque-là âgé de 15 ans. Alors qu'au fil des années, cet homme viendra encore plus dur que son père et son frère. Donc, ce qui fait que les colonisateurs voulaient écarter du pouvoir Kamanda, dont les idées contagieuses et dangereuses d'indépendance risquaient de perturber l'ordre public et de compromettre l'avenir de la colonie. Donc, pour nous, les Bassongé, l'élimination physique de cet individu aurait été profitable aux uns et aux autres. Pour les colonisateurs, elle servirait de leçon à quiconque oserait se dresser contre l'autorité coloniale. C'était tout simplement ça la raison. Donc, il fallait être maniable, il fallait être flexible, et il fallait suivre la voie qui est dressée par les colons. Donc, si tu t'en écartes, eh ben, tu vas subir donc, la loi. Donc, ce qui fait que nous avons assisté à cet homme que nous voyons ici. Nous sommes en 1929, trouver déjà un beau gars comme celui-là. Oui, parce que je vous dis qu'il y a même des femmes blanches qui tombaient à ses pieds. Ah oui. Et il en a eu aussi dans sa cour. Voilà. Donc, un homme élancé, beau, mince, peu bavard. Mais voilà, un homme doté d'une intelligence exceptionnelle. Est-ce que les rois Lumpungu voulaient l'épargner en lui envoyant aux études, puisqu'il faut dire que parmi tous les princes ou tous les chefs de la contrée de l'espace Kasaï, il était l'un des chefs lettrés, qu'on appelait civilisés. Voilà donc cet homme, dans quelles conditions il a donc succombé. Et je voudrais, puisque je ne sais pas tout lire, qu'à la mort du roi, lorsqu'on est innocent, puisque Paul n'a pas tout raconté, mais en faisant des recherches, quand un roi meurt, il ne meurt pas seul. Les jours de sa pendaison, on a essayé à 6 reprises de les tuer, mais on n'y parvenait pas. Tout simplement parce que les ancêtres et lui-même n'avaient pas encore donné l'accord pour qu'il parte. À chaque fois qu'on dressait la potence et qu'on enlevait le fût sur lequel étaient posés ses pieds, quand on tirait pour que la corde passait, et quand on enlevait le fût, eh bien c'était un coq qui était pendu. La deuxième fois, un mouton. Et l'héros était là. Alors on a dit non, on ne va plus le pendre, on va utiliser la voie du fusillage. On a demandé à un Belge de s'en charger. Curieusement, les balles se sont retrouvées contre le blanc lui-même. Il est tombé. Il est mort. Et à chaque fois qu'il y avait ratage, voilà, ça ce sont des faits maléfiques. Jusqu'à ce que le chef leur a dit, je vais partir quand je veux. C'est ainsi que à Lusambo, où il était en prison, quand on l'a condamné à mort, il a dit, je ne suis pas chef de cette contrée. Je suis chef de Bassongé, je dois mourir devant mon peuple. Et les administrateurs de l'époque ont accédé à sa demande, ils l'ont ramené à Cabinda pour mourir devant son peuple. Ça, c'est quelques anecdotes que même nos parents nous ont racontées. Et l'opération de pendaison a commencé à 7 h du matin pour aboutir à 14 h. Ah, voilà des... Ok. Je rajoute
rajouter quelque chose. Voilà les quelques anecdotes qui nous parviennent. Et oui, bientôt on va donner la parole pour un échange. Voilà, donc pour terminer, ce camp, ce sont les anecdotes. Excusez-moi, mais si vous dites 14h. 14h, oui. Alors moi je vais dire 14h30. 14h30. Parce que je suis né à 14h30 et je suis né le 1er Tu es né à septembre. 14h30. Ah, donc c'est un indice. Et un phénomène qui n'est pas un phénomène naturel s'est produit à Cabinda. Je crois que le papa de notre maman, heureusement peut-être il n'est plus en vie, il pouvait nous raconter ça. Eh bien, il y a eu de l'obscurité, c'est-à-dire que la nuit est tombée de 14h30 à 17h pour prouver que le chef est parti. Donc cet homme est mort innocent, puisque sinon, toutes ces, voilà, tous ces spectacles-là n'auraient pas eu lieu s'il était coupable. Voilà. Et dans notre tradition, un homme, un roi ne meurt jamais seul, il doit être accompagné. Et on parle de 16 blancs qui sont morts le même jour pendant qu'il est en train d'être pendu. Il y en a qui tombaient comme ça. Voilà. Bref, je te remets la parole. Peut-être s'il y aura des questions dans ce sens-là. Comme on a commencé un petit peu en retard et que j'aimerais bien laisser le temps au public d'aussi poser des questions et vous laisser l'occasion de répondre, je vais vous proposer de déjà conclure quelque chose par rapport vraiment aux revendications. Si j'entends bien ce qui a été dit ici aujourd'hui, on est face à du colonialisme pur et dur et en fait dans sa forme la plus simple finalement. Je veux dire, Thomas Sankara est mort comme ça. Enfin bon, peut-être pas condamné par... si, quelque part en fait. Condamné par le pouvoir colonial. Patrice Lumumba. Et en fait... Si je comprends bien, en termes de réhabilitation, ce que toi tu attends, c'est une réhabilitation tant sur le plan juridique, donc ça c'est quelque chose qu'il faudrait pouvoir envisager, ce sont des démarches officielles à mettre en place, mais aussi une réhabilitation au niveau de l'opinion publique. Tout à l'heure, on parlait du fameux collier qui se trouve ici au musée de Tervuren, où les circonstances finalement sont pas claires, ou en tout cas si elles sont claires pour certaines personnes, elles ne le sont pas pour d'autres. Et donc il faudrait peut-être éclaircir les circonstances réelles aujourd'hui de la présence de ce collier ici au sein des collections. Il y a la question de où se trouve le corps de ce grand chef. Et donc, il y a en fait ce sentiment d'injustice. Et donc, quand on parle de réconciliation, ou quand on veut positionner ce musée, cet espace, comme un espace de rencontre, comme un espace de discussion et de réconciliation, eh bien, une fois de plus, je trouve vraiment dommageable, finalement, qu'on n'ait pas aussi, que des scientifiques du musée n'aient pas répondu présent pour qu'on puisse approfondir les aspects scientifiques de cette conversation. J'invite peut-être le public à prendre la parole, à poser des questions. On va laisser peut-être la maman ici présente raconter ce qu'elle sait. Non ? Ok, après ? Ok, pas de souci. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui veulent poser des questions ? 15 minutes ? 15 minutes, d'accord, c'est pas beaucoup, donc mais on est là. Oui, moi c'est juste pour faire une petite remarque, parce qu'en fait je suis venue justement aujourd'hui à la demande d'Ital pour parler de mes recherches et parler notamment de l'histoire du collier, donc il se trouve dans cette exposition. Donc j'étais là de 13h30 à 14h30, je serai sans doute là, je ne sais pas encore si on est dans les temps ou pas, mais en tout cas jusqu'à la fermeture du musée, je serai dans l'exposition pour parler des recherches sur le collier. Et donc moi, c'est ce que je connais. L'histoire du chef, je le connais beaucoup moins bien, même si effectivement les deux histoires se croisent ou s'accompagnent, en tout cas sur toute une partie de leur biographie. Donc voilà, je peux moins intervenir évidemment sur l'histoire du chef et sur tout ce qui va jouer sur
l'affaire judiciaire, la condamnation à mort, ça, j'ai vraiment pas des éléments à part ce que j'ai pu lire dans les archives ici. Mais par contre, sur l'histoire du collier, la provenance et l'histoire des collections, je peux vraiment répondre à un certain nombre de questions si ça vous intéresse. Voilà, merci. Ah, nous sommes tous heureux pour écouter ça, mais on n'a que 15 minutes, malheureusement. Je vous remercie beaucoup. Je m'appelle Eric Innocent, représentant de la famille royale du Burundi qui vit ici en Belgique. On voudrait et on voulait absolument rendre hommage à cet illustre roi qui, malheureusement, comme tant d'autres, a été ignoblement assassiné. Et on voulait aujourd'hui aussi soutenir la princesse et toute la famille, évidemment, et encourager dans ces démarches de commémoration, d'hommage à cet illustre homme. On a entendu beaucoup de choses, mais ça m'a beaucoup frappé ces phénomènes surnaturels qui arrivent quand un chef, quand un roi disparaît comme ça. Chez nous au Burundi, ça a été pareil. On vient de m'interpeller en me disant que un grand ami qui était le prince Louis Rwagasore qui a cherché l'indépendance du Burundi, qui était ami à Emery Patrice Lumumba, évidemment. Dans cette lutte anticoloniale, le jour où il a été tué et le jour où il a été enterré, il y a eu un phénomène extraordinaire. Les abeilles ont piqué tous les gens qui étaient là, et je parle bien, hélas, le pouvoir colonial qui à l'époque était là, était représenté. Et ces abeilles n'ont pas touché les locaux, ils n'ont pas touché les autres princes qui étaient là, le roi, le père qui était endeuillé, et toute la famille et tout le pays. Voilà. Il y aurait eu aussi, d'après ce qu'on m'a raconté, je n'étais pas encore né, il y a eu un moment d'obscurité. Ce que ça veut dire tout simplement, c'est que ces gens-là, c'est des gens vraiment qui avaient un pouvoir énorme et qui représentaient les gens, qui représentaient leur pays. Et quand leur disparition se passe dans ces circonstances-là, évidemment, jusqu'à présent même, on en a des conséquences, on les vit. Mais voilà, aujourd'hui, c'est pas, on ne voulait pas parler de ça, mais ce qu'on voulait dire tout simplement, c'est qu'on est ravis d'être là pour le soutien et pour aussi apprendre l'histoire de ce grand homme. Je vous remercie. Okay, merci beaucoup pour cette intervention. On a besoin d'un micro ici aussi devant. Oui. Ok. On va prendre 2 questions en même temps, alors ça va? Oui, bonsoir. Merci. Bonsoir. Oui, merci pour ce travail de restauration de la vérité. La question que je me pose, c'est, au-delà de votre association d'Africam, est-ce que le gouvernement congolais, je veux dire, voilà les pouvoirs en place, le pouvoir politique, est-ce qu'il vous accompagne dans votre démarche au niveau... Parce que là, ça devient simplement des rapports diplomatiques, parce que c'est un État, et c'est un État avec un État. Et si c'est la même chose qui s'est passée, par exemple, avec la venue Hottentote, et il a fallu que ce soit Nelson Mandela qui fasse la demande du retour de son corps en Afrique du Sud, et ce n'est que Thabo Mbeki qui finalement a obtenu justement que le corps revienne. Donc je voudrais savoir si au-delà de votre association, il y a l'État qui vous accompagne dans votre démarche. Voilà. Vu qu'il y a... Comme ça, on prend la question. Non, elle va intervenir. Elle va intervenir seulement.
Ok. Oui, concernant l'implication politique, je dois retourner au Congo pour rencontrer le ministre de la Justice parce que c'est le seul habilité à condamner la Belgique. Donc, il a déjà reçu mon courrier et donc j'espère que la suite sera positive pour qu'on puisse évoluer davantage parce que ça fait quand même assez longtemps que ça avait été demandé et ici on avait demandé de ne pas faire de vagues, etc., etc. Donc voilà, je pense que c'est juste l'heure et le processus va sur son cours. Merci. Qui parle? J'ai dit, c'est une pendaison. Déjà, parce que voilà, on parle avec Voilà, pardon, excusez-moi, je suis désolé, voilà, désolé, je suis très content d'être là, de voir l'action que vous menez. J'étais un peu dans le même sens de la question qui vous a été posée juste avant, mais dans votre réponse, j'ai juste été... La question? Voilà, dans votre réponse, j'ai juste été marqué par le fait que vous disiez comme ça, entre parenthèses, on nous a demandé de ne pas faire de vagues. Et c'est ce « on », moi, qui m'interpelle et que je voudrais savoir un peu plus. Je ne suis même pas concerné, mais mes grands-parents ont déjà commencé ce travail. Et si vous aviez écouté mon discours au début, c'était le roi Albert II, pour être précise. Voilà. Je voulais dire que la justice avait déjà innocenté parce que les rois des Belges a envoyé les courriers pour dire il ne faut pas pendre ses chefs. Mais l'administration a pris les papiers, il a mis de côté. Comme il travaillait avec les prêtres, mon père était enseignant, il travaillait à la mission, il a vu ces papiers, il était là. Donc on a caché et puis on a pendu les chefs. Après, on a montré les papiers en disant que les papiers sont arrivés en retard. Les gens, ils n'ont pas parlé de ce papier-là. Ok, donc mon père, il a lu ces papiers. Et il nous a transmis cette histoire entière. Ok, merci. C'est moi, l'aîné de la famille, qui garde tout ça. C'est douloureux. C'est douloureux. Merci. Ok, merci. D'autres questions? Il y a monsieur là-bas. On vous écoute. Je voudrais d'abord féliciter la princesse de son initiative et ajouter que quand le roi Kamanda a disparu le 1er septembre 1936, je n'étais pas encore né. Je suis né 8 ans plus tard. Et ce qu'on a raconté ici est parfaitement plausible à l'époque. Quand je suis né, il y a un environnement qui disait que les Blancs mangeaient les petits-enfants. Dans les Kasaï, en particulier à Lusambo, où je suis né, ces contextes-là, où il y avait le cannibalisme ambiant, existait, et c'était surtout dans les chefs de Blancs, et non pas des Noirs. Et pour revenir au deuil que tiennent les Basongé jusqu'à ce jour, ce deuil frappe tout l'interland des Basongé. On doit savoir que
c'est une partie de notre pays qui est pratiquement abandonnée. Les routes qui existaient dans les années 30, 40, 50 et même au début de l'indépendance sont devenues des sentiers. Je ne sais pas, certains d'entre vous ont connu la messagerie automobile de Sankuru Mas. Eh bien, toutes les routes qu'en prenait la Mas pour renier, par exemple, Lusambo, Apanamutombo, Lubefu, Kabinda, Chofa, aller jusqu'à Kindu, ces routes sont aujourd'hui impraticables. Donc, il y a un peu comme un abandon, un deuil qui se poursuit sur le plan aussi du développement. Alors, je voudrais donc appeler la diaspora Songé, les émigrés Songé qui sont aux affaires, qui sont partout au pays et à l'étranger, qu'ils pensent également à ça. Il faudra qu'on puisse effectivement parler de développement de l'interland Songé, cet interland qui réunit 3 ou 4 provinces. Il n'y a pas que la Lomami. Vous savez bien que les Basongé sont dans les Sankuru, vers le Befou. Ils sont dans les Maniema, ils sont dans les Olomami de Katanga. Donc nous avons un espace extrêmement large qui actuellement souffre d'un certain abandon. Et il faudra qu'on fasse quelque chose. Merci. Merci. Il y a encore... voilà. Je vois qu'il y a encore des personnes qui veulent poser des questions. Il va falloir peut-être accélérer, poser des questions plus courtes, qu'on puisse continuer. Oui, et poser des questions. Voilà, maintenant, on a besoin d'entendre les questions. Comme ça, on peut répondre et puis après, on pourra continuer les échanges en allant voir l'exposition temporaire, puisque comme ça, on aura encore une petite demi-heure pour faire ça avant de se quitter. En fait, moi, j'aimerais bien répondre à Madame à côté là. En fait, il y a des choses qui se passent ici en Belgique à l'insu de tous les Africains, parce que j'ai vu les frères burundais par là, et je pense que les Rwandais aussi ont vécu des choses. Tout le monde a vécu quelque chose en Afrique avec la colonisation. Mais il y a des histoires qui se font en secret, sans que l'opinion africaine ne soit informée, et en complicité avec nos gouvernements. Et ça, c'est une réalité. Donc, dernièrement, ici, il y a eu quelque chose. Il y a un pseudo-chef coutumier venu ici revendiquer les crânes de Soko, je pense, et je l'ai eu. Je l'ai vu ici. Moi, j'étais ici pour autre chose. Et c'était vraiment pathétique, en fait. Et ce monsieur nous aurait demandé à ce qu'on puisse se taire et qu'on puisse passer l'éponge sur tout ce qui s'était passé. Donc l'histoire, c'est bon, tout s'était bien passé. Donc comme il est arrivé là, les histoires devaient s'arrêter là. Et c'est vraiment dommage qu'on ne soit pas mis au courant de ce qui se passe sur notre histoire, parce que nous sommes victimes. Nos enfants sont victimes. Et tout le monde est victime, en fait. Toute l'Afrique, je pense. Alors, il faudrait qu'on puisse... Pardon ? Ouais, je pense. Ouais. Mais c'est exactement comme ça que fonctionne le colonialisme. Dans le colonialisme, dans tous les pays du monde où il y a eu qui ont pratiqué le colonialisme, ils ont commencé par effacer l'histoire et empêcher les gens d'avoir accès à ces récits. Il faudrait qu'on ouvre l'œil parce que nos gouvernements, ils ne sont pas sérieux. Et ils font des histoires. Par exemple, cette histoire de Patrice Lumumba, c'était une histoire qui était quand même... La manière dont les histoires se sont faites, c'était horrible et c'était vraiment pas logique. Et là, ils n'ont même pas commémoré l'anniversaire, que soi-disant les pseudo-dons de Lumumba qui sont rentrés. On n'en parle plus. Donc, c'est dans les oubliettes. Il faudrait vraiment qu'on puisse ouvrir l'œil, qu'on puisse se battre. Parce qu'ici, nous voyons chaque année, les gens commémorent. La Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, ils arrivent, tout le monde est là. Et sauf les Africains. Et les Africains, ils sont là en train d'attendre d'aller au paradis. Ils attendent un Messie qui viendra les sauver. Et ça, c'est quand même très grave.
Ok, merci beaucoup pour te compléter. C'est-à-dire que les efforts doivent être entrepris par nous-mêmes. N'attendons pas que l'administration belge se réveille un jour pour dire voilà, voilà les restes de votre roi. Voilà. Non, comme tu viens de le dire, nous devons nous-mêmes nous soutenir et puis faire des démarches nécessaires pour que la vérité puisse éclater au grand jour. Voilà, il y a encore une question. Tu veux répondre? Non? Okay. Il y a encore une question? Oui. Je voudrais revenir à la question du collier. J'aimerais avoir quelques informations sur le processus de retrouvailles et de recherche du collier, parce que le collier fait partie, à mon avis, de restes du défunt, de restes humains. Parce que ici au musée, il doit y en avoir, ou dans les collections belges, il doit y avoir de restes humains. Et la deuxième partie de mon intervention, c'est de savoir si la famille a pu faire de recherches scientifiques sur le reste humain, parce que la tradition à l'époque de pendaison ou d'assassinat de certaines autorités coutumières on prenait le crâne de ce chef qui était amené ici en Europe pour preuve de ce qui a été fait là-bas. Et je voulais savoir s'il y a de recherches scientifiques sur les restes humains et le processus du collier du chef Lupungu. Je suis moi-même voisin et j'ai vécu à Cabinda pendant mon enfance et je suis à la frontière à peu près 40-50 km de mon village à Cabinda, Lupungu. Merci pour la question. Alors, pour faire des recherches scientifiques, je n'ai pas les aptitudes et sans corps, ce serait aussi difficile de faire des recherches scientifiques. Donc, peut-être qu'un jour, le gouvernement ou la personne qui a les informations sur l'emplacement de ce corps ou ses restes se manifestera et les personnes compétentes pourront faire le travail sur ce qu'il en est. Je voudrais quand même rebondir sur le fait qu'ici, au sein du musée, il y a eu un financement pour faire des recherches sur les restes humains. C'est Lise Busselen ou Van Busselen qui a fait ces recherches-là. Je ne pense pas qu'elle soit présente ici aujourd'hui, mais peut-être que c'est quelqu'un à convoquer et à qui on peut poser des questions, parce qu'effectivement, des restes humains au sein des collections du musée, elle en a trouvé. Donc maintenant, à qui appartiennent ces restes, ça c'est une autre question, mais des restes humains, il y en a, et ça c'est un fait. Donc effectivement, c'est une excellente question. Et pour la question sur le collier, eh bien, on rejoindra Agnès Lacaille au sein de l'exposition temporaire pour qu'elle puisse répondre à ces questions. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une question ici? Il y avait une question ici. Attends. Ici? Ok. Donc on donne la parole à monsieur ici, et puis ensuite on donne le micro à madame. Ça va? Et après ça, je pense qu'on pourra clôturer. Je ne vois ni Tine ni Nadia, alors je vais faire le relais. Je ne vois pas qui parle. Non, c'est toi qui parles. Salut Georgie. Sophie. Ah. Je peux ou je dois parler, monsieur? Non, tu as déjà le micro, tu peux déjà. Ok, voilà, merci beaucoup. Je m'appelle Wanouké. Je suis princesse Chokwe Elunda. Je suis venue aussi aujourd'hui pour honorer la mémoire de notre chef Lupungu. Je viens de Paris, spécialement. Alors, moi, l'histoire, en fait, c'est pour répondre à madame, pour dire et nous regarder nous-mêmes en face. Nous ne devons pas attendre que les autres fassent quelque chose pour nous. Déjà, il y a un grand pas qui a été fait. Maintenant, nous devons nous retrouver nous-mêmes, c'est-à-dire d'aller de moi à soi, pour pouvoir retrouver notre histoire, pour pouvoir dire nous sommes là, pour pouvoir retrouver tous les Lupungu. Parce que quand on parle de Lupungu, quand on regarde par exemple chez les Chokwe, comment ils se sont défendus par rapport à la traite ou à l'esclavage, ils ont dû
cailler les dents. On dit qu'il est Tchoko, on a des dents pointues. Mais d'où vient cette dentition pointue? C'était une forme de résilience, une forme de protection. Donc nous devons déjà aller en nous-mêmes pour dire, voilà, il y a un premier pas qui est fait avant de pouvoir demander justice, etc. Dire, voilà, on va d'abord nous-mêmes s'asseoir et dire, voilà, moi je suis Lumpungu, moi je suis Chokwe, moi je suis Burundais, etc. Où se trouve mon histoire? Il y a encore des personnes vivantes, quand Maman qui est là, qui connaît l'histoire et tout ça. Interroger ces gens. Parce que l'histoire qu'on nous rapporte par rapport à Lumpungu, nous avons grandi avec l'histoire en disant qu'il a été décapité. Pourquoi il a été décapité? Parce que tout simplement, en tant que chef, on n'arrivait pas à les tuer. Il s'est transformé dans plusieurs animaux. Donc, pour pouvoir vraiment bien les tuer, il fallait le décapiter. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et les histoires que les colons écrivaient à partir du Congo et qu'ils rapportaient à la réalité belge, est-ce qu'il y avait la vérité là-dedans? Voilà ce que nous devons nous interroger. Voilà pourquoi je réponds à madame, il ne faut pas attendre les autres, il faut que nous soyons nous-mêmes. Et pas attendre du gouvernement actuel, parce que le gouvernement actuel, il y a beaucoup de choses à dire. Vraiment. Non mais, on peut passer aux vraies questions. Okay, on t'a pas dit la même chose, je t'ai pas compris, alors toutes mes excuses. Voilà. Monsieur, on va vous donner la parole. Nadia, il est où le deuxième micro? Voilà, merci pour tous ces échanges, toutes ces questions. On va écouter une dernière question, intervention, et puis... Je suis maître Boukasaka Lamiante, avocat honoraire au Palais Bruxelles, Congolais de père et mère. Quand vous me parlez de Lumpung, j'ai une idée sur Lumpung, parce que je connais les gens qui ont été les collaborateurs de Lumpung et dont les descendants sont ici et des intellectuels. Mais vous, les intellectuels, quand vous faites des recherches, vous allez faire des recherches, vous allez poser des questions aux étrangers parce que bon, donc j'arrête. C'est de votre faute. Vous avez tous les éléments. Vous avez Belchika dans ce pays. Et vous savez d'où vient ce nom? J'ai entendu un professeur d'université, un Congolais, expliquer aux autres intellectuels étrangers que c'est un nom que l'on a eu à l'époque où les Congolais voulaient devenir blancs. Faux, archi-faux. C'est une accusation directe contre l'arbitraire du pouvoir colonial. Et disant que pour marquer d'un sceau, je vais changer mon nom, mon patronyme. Je vais appeler Belchika, Bengankuna. Kalvi Chaman. Alors c'est devenu Belchika. On se souviendra que vous avez commis des crimes imprescriptibles dans ce pays. Vous, les intellectuels qui enseignez à nos enfants et ainsi de suite, qui publiez, et vous racontez des sottises et des salades sur notre propre histoire. Et c'est pour ça que je m'adresse à vous pour vous demander de savoir vous poser des vraies questions. Vous avez l'histoire entre vos mains. Le pont Yakaumbo que vous voyez là-bas. Il y a beaucoup de gens de son équipe. Et dans les rapports de l'administration que vous allez chercher, on va vous dire que c'est un homme d'une moralité douteuse, faux et archi-faux. Il a pris la femme blanche. Il accomplissait une mission. On ne peut pas vous le dire. Nous en avons au Kasaï aussi, nous avons Moulo Wayoanzab. Moulo Wayoanzab, on est venu l'exécuter plus tard. Donc, cherchons d'abord nous-mêmes, soyons honnêtes, et ce sont surtout vous qui êtes allés à l'université, qui êtes les traîtres du peuple congolais, du peuple noir en général.
Parce que pour vous, la vérité doit être écrite. Les choses vraies, on ne les écrit pas. Les choses vraies, on ne les écrit pas. Alors, qu'est-ce que fait? C'est une supplique que je vous fais. Merci. Il faut faire un effort d'analyser tout ce que nous avons parce que nous avons tous les éléments voulus. Vous allez demander à Willy Glass que son père était impliqué dans des massacres à Katanga. Il ne vous dira jamais ça. Et ce n'est écrit nulle part. Mais ce n'est écrit nulle part. Mais nous étions nés et nous avons vu ce qui s'est passé. Donc, faisons confiance à nous-mêmes. Donc, j'ai réagi d'une manière très brutale quand j'entends mes compatriotes parler donc de recherche et de preuves scientifiques. Mais vous êtes des comiques. C'est eux qui veulent des preuves scientifiques. Mais vous êtes des comiques, mais vous allez les chercher. Où? Papa, oui. Et qu'est-ce qu'il vous dit que c'est scientifique? Parce que monsieur Van Machel, Merci beaucoup, maître, pour cette intervention. Mais nous avons grandi en sachant qu'en Afrique, nous avons toujours la tradition orale. C'est la tradition orale que nous essayons aussi aujourd'hui de traduire ça en récit écrit. Je crois que si nous partons de l'oral qui vient de nous faire maman Marie, ben, je pense que nous pouvons l'écrire pendant qu'elle est vivante. Moi, je peux aussi écrire parce que j'aurais pu être scotiste. Ah ouais, bon, ça... Non, j'aurais pu être scotiste de la promotion de Cassandra Léonard. Et le curé avait insisté que j'aille au séminaire. Après la 5e primaire, on m'a envoyé au séminaire et j'ai dit non. Parce que mon grand-père, mon arrière-grand-père m'avait dit que c'est une aventure à ne jamais tenter. Oui, puisqu'il travaillait avec l'administration. Les prêtres travaillaient avec l'administration, donc c'était normal. En faisant un distinguo remarquable en me disant ne mettez pas tous les curés dans le même sac. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Il y en a parmi eux qui sont des gens très corrects, nouer des relations avec ce genre de personnes-là pour avoir une démarche normale. Tandis que pour les restes, n'allez pas au confessionnal chez un prêtre. Il faut savoir ce sont des gens qui, quand ils sont venus, ils ont eu un esclave, donc un ennemi commun, nos ancêtres. Donc ces gens ne connaissent pas le vrai Dieu, parce qu'ils ne savent pas que nos ancêtres sont les représentants de Dieu sur terre. Merci. Oui, merci beaucoup. Alors pour le mot de la fin, je vais laisser Princesse Joy Ital nous lire quelques mots d'un invité qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Je te laisse peut-être le présenter aussi. Oui, alors c'est le professeur et historien, sénateur honoraire Didier Moumengi qui devait être des nôtres, mais pour des raisons exceptionnelles, il n'est pas là. Il regrette sincèrement. Donc avant de clôturer cette rencontre, il laisse donc ce message, à défaut de ne pouvoir aborder l'aspect juridique de cette histoire. Je dénonce la justice coloniale expéditive et arbitraire infligée au roi Yakaombo Kamanda Lumpungu, fondée sur des accusations fantaisistes et infondées. C'est pourquoi il est impératif d'ouvrir un nouveau procès pour réexaminer les faits et rétablir la vérité, car la présence des restes du roi Lumpungu en Belgique constitue une détention posthume abusive. En ce moment solennel, je profite de l'occasion pour annoncer que le procès sera réouvert afin d'exiger la vérité, la restitution du corps du roi Yakaombo Kamanda Lumpungu et des réparations sous forme de dommages et intérêts. Je m'engage à produire dès que possible une vidéo historique sur la royauté Lumpungu dans le cadre de la campagne Révision du procès de Yakaombo Kamanda Lumpungu
qui se tiendra au Congo le 1er septembre 2025. Fin de citation. Avec l'aide de Dieu et des ancêtres, nous vaincrons à plat de couture comme ils l'ont fait par le passé. Musonge Mukelenge. Merci, merci beaucoup. Je pense que c'est un excellent mot de la fin. Et vous pouvez prendre un verre en haut et pour ceux qui veulent, il y a accès à l'expo de l'autre côté. Voilà. Merci encore d'être venus.